Amis, bonjour. C'est avec énormément de joie que j'ouvre cette semaine de coaching orienté coaching entreprise. La semaine dernière, c'était en Ramadan, c'était le coaching et ses cadres de référence. C'était une semaine très très riche. On a eu énormément d'apprentissage de là et d'autres, de la part des consultants et les experts et aussi de la part des participants avec leurs questions, leur énergie d'apprendre. Et nous, à horizon entre les deux, nous sommes en train d'apprendre sans arrêt. Cette semaine, on va démarrer par le coaching des dirigeants avec Monsieur Hugues. Et la semaine, ça va se dérouler. Mardi, c'est coaching des dirigeants. Mercredi, ça va être le coaching d'équipe. Jeudi, c'est le coaching organisationnel au service de la performance. Vendredi, ça va être présentiel. Le coaching en entreprise, là où on va inviter un coach interne, coach externe et un manager de l'entreprise. Et on souhaite qu'on va voir énormément des débats et des personnes contre et des personnes pour s'enrichir sans cesse et sans arrêt. Et on va faire l'atterrissage de cette semaine avec un randonnée dans la forêt entre nous, les coachs, pour discuter l'apprentissage de la semaine et aussi d'améliorer ce qu'on peut améliorer pour la semaine qui suit. Monsieur Hugues, bienvenue. En arabe, on dit marhaba. Bienvenue au Maroc sur par Internet et j'espère prochainement et très rapidement, on vous voit directement dans l'une de nos conférences. J'ai appris que ce vendredi-là, vendredi passé, vous étiez déjà au Maroc. Hier même, j'étais au Maroc, Hier. hier de Casablanca, donc j'étais chez vous. Très bien. Monsieur Hugues, c'est le monde de l'informatique vers RH, vers le coaching. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter votre parcours professionnel? Oui, merci. Merci pour votre accueil. Je suis ravi d'être là pour partager le coaching de dirigeants et vous l'avez appelé déployer votre plein potentiel. Donc, je suis ravi de partager ce sujet qui me tient à cœur. Alors, moi, pour me présenter rapidement, j'ai commencé ma carrière en Afrique, au Zimbabwe, dans du développement agricole. Donc, je travaillais avec des paysans. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Ensuite, je suis rentré en France et j'ai eu des postes, on va dire, d'experts, de manager, puis de dirigeants dans des fonctions IT, informatique, puis des fonctions de ressources humaines, et puis enfin des fonctions de transformation des organisations. Voilà, et je me suis formé au coaching il y a à peu près 6 ans, alors que j'étais dirigeant. Et puis aujourd'hui, je suis coach interne. Voilà, j'ai fait plusieurs entreprises, d'abord au Zimbabwe, puis en France, j'ai connu 2 grandes entreprises du CAC 40, donc qui font partie des plus grandes entreprises de France. Donc voilà, j'ai évolué principalement dans ce monde-là, des grandes organisations, voilà, avec tous les enjeux que ça représente. Voilà pour me présenter rapidement. Et sur le coaching, je me suis formé, ce qui a attiré mon attention, je vais dire, pour regarder un peu les spécificités. J'ai beaucoup travaillé sur la régulation émotionnelle, parce que je me suis aperçu que les émotions étaient quelque chose qui était très présent et qui ne s'exprimait pas forcément en entreprise, sur lequel il n'y a pas forcément de possibilité de s'exprimer, mais qui pouvait empêcher, bloquer quelque part notre action. Et puis, je me suis intéressé aussi beaucoup à la dimension existentielle du sens, à travers la culture d'organisation, mais pas que, du sens aussi individuel. Quel est le sens que je donne à ma vie?
Et puis, je me suis intéressé à une troisième chose, c'est finalement, une fois que j'ai un projet de sens, c'est comment je le concrétise, comment je passe à l'action quelque part, comment je concrétise mes projets de science pour que, voilà, ils aient une traduction dans ma vie et que je puisse m'accomplir à travers ces projets de sens. Donc voilà un petit peu où m'a amené le coaching sur ces différentes dimensions que j'intègre dans mes coachings. Voilà, à la fois dans ces trois dimensions. Donc voilà pour me présenter rapidement. Mais bon, si vous avez des questions tout à l'heure, je pourrais compléter peut-être. Quand vous avez dit coach interne, c'est-à-dire recruter dans l'entreprise ou comment? Aujourd'hui, voilà, je suis coach interne donc à temps plein dans l'entreprise. Donc, je travaille dans une grande entreprise financière, donc la Société Générale, donc qui est une des grandes banques européennes et une des premières banques en France. Et donc, je suis, alors peut-être pour présenter ce qu'on fait à Société Générale, donc on a commencé le coaching interne, à mettre en place le coaching interne en 2000, donc ça fait plus de 20 ans maintenant, sur une intuition d'un dirigeant, un dirigeant polytechnicien qui est devenu coach et qui a proposé de démarrer du coaching interne de la Société Générale en 2000. Donc, c'était à l'époque effectivement assez novateur. Maintenant, il y a pas mal d'entreprises en France qui ont aussi des équipes de coaching interne. Donc, ça a commencé par du coaching individuel d'abord. Puis, petit à petit, on a développé le coaching d'équipe et le coaching d'organisation et le co-développement. Donc, aujourd'hui, dans notre organisation, on a une équipe de pilotage du coaching. On est 4 au niveau du groupe Société Générale pour piloter le coaching et on intervient également. Et puis, on a 40 coachs internes qui sont des gens qui vont coacher qui ont des rôles dans l'organisation, mais qui vont coacher, donner 10% de leur temps sur des actions de coaching. Donc, on peut mobiliser. Ces coachs internes sont supervisés en interne, du moins supervisés par des coachs, de façon à ce que effectivement ils puissent avoir une pratique qui soit, on va dire, certifiante. Et puis, on a un réseau de 50 coachs internes qui sont des coachs référencés. Et très souvent, quand on fait du coaching d'équipe, on fait souvent des binômes, coach interne, coach externe. Nos coachs externes, quelquefois, on les invite aussi à venir pour échanger un peu sur nos problématiques, nos enjeux. Voilà. Et puis, on a à peu près 200 animateurs de co-développement qui développent le co-développement un peu partout dans le groupe. Donc, vous voyez, on a une grosse practice, on va dire quelque part, de coaching interne, une expérience assez ancienne du coaching interne, mais on s'est ouvert avec l'extérieur. C'est très important pour nous pour faire des partenariats avec des coachs externes, de façon à bénéficier des avantages, finalement, des deux, du coach interne qui va connaître l'organisation et du coach externe et qui va avoir une position effectivement plus neutre, mais qui ne connaît pas forcément le monde de l'entreprise, sa culture d'entreprise, et c'est important d'avoir ces deux regards ensemble. Voilà, donc voilà un peu où on en est aujourd'hui, sachant qu'on évolue de plus en plus, on développe de plus en plus en ce moment le coaching d'équipe et d'organisation, puisque on a affaire à des mouvements de transformation très importants qui nécessitent effectivement non seulement on va dire de transformer des équipes, mais aussi un ensemble d'équipes interdépendantes. Voilà un petit peu pour présenter ce que je fais et puis ce qu'on fait à Société Générale. Et puis, bien sûr, s'il y a des questions, on pourra y revenir. C'est très, très riche. Et surtout, l'entreprise qui entame ou recrute cette belle équipe de coaching. Donc, et derrière, il a une culture d'accompagnement très, très poussée et élevée et conscience de la philosophie de coaching. Exactement. Donc maintenant, au début, c'est vrai que pour partager, le coaching, c'était quand les gens avaient des problèmes. Maintenant, on a dépassé ça. C'est plus vu comme c'est un problème, mais c'est plus vu comme un coaching de quelqu'un qui a besoin effectivement à un moment donné, qui change de poste avec des changements significatifs de poste. C'est quelqu'un qui a besoin de développer des nouvelles façons de faire. Vous voyez, donc on est vraiment dans un coaching de soutien, de support et qui peut développer le potentiel et la performance des dirigeants ou des équipes. Donc voilà, il y a une image du coaching qui a évolué au cours des années grâce
grâce aux effets et aux impacts du coaching. Je dis souvent, le coaching, c'est compliqué à expliquer. Et on peut passer des heures carrées, c'est d'expliquer ce qu'on fait en coaching, mais c'est compliqué à expliquer. En tout cas, c'est compliqué à comprendre, à expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas le coaching. Donc, ce qu'on essaye de faire de plus en plus, c'est dire, voilà, nous, on répond à un certain nombre de demandes, voilà le type de demande auquel on répond, et voilà les effets, les impacts. Comme ça, les gens comprennent la valeur que ça apporte. Regardons les impacts que ça fait, les impacts que ça produit, les effets. Si on commence à expliquer comment on s'y prend, c'est compliqué pour, on va dire, des dirigeants, des gens très rationnels. C'est pour ça qu'ils font très souvent appel à des consultants d'organisation, parce que les consultants arrivent avec des modèles, avec des solutions. OK. Et donc, quand on arrive avec des solutions, ça peut être compliqué pour eux de se dire, il arrive, mais il n'a pas de solution. Donc ça peut être anxiogène pour eux. Donc nous, on leur dit, écoutez, on va produire des effets. On ne sait pas quels effets ça va produire, mais on va vous soutenir, on va vous aider pour qu'effectivement, il y ait des effets. Et surtout, nous, notre objectif, c'est la pérennité des effets qu'on produit. Ce n'est pas de faire un truc, c'est quelque chose qui est transformant qu'on cherche à faire. Donc, on n'est pas dans la conduite du changement. Souvent, on est confondu avec la conduite du changement. C'est très différent de la conduite du changement. On est dans des effets de transformation parce qu'à un moment donné, il va y avoir ce qu'on appelle des émergences au niveau de l'équipe qui vont se passer. Il y a une co-construction de quelque chose et ça vient d'eux. C'est une énergie qui vient d'eux et c'est eux qui vont choisir de construire quelque chose, de porter quelque chose de différent, de faire quelque chose de différent. Donc l'énergie, vous voyez, elle est différente. Elle n'est pas plaquée de l'extérieur quelque part. C'est pas un modèle qu'on leur impose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets sur le mode agile. C'est la grande mode depuis 10 ans. Mais c'est des modèles qui sont plaqués. C'est des rôles qui sont distribués, mais ce n'est pas des choses qui ont été co-construites par les gens. Et ce n'est pas forcément ce qui leur convient. Et ce n'est pas parce que ça marche super bien, je dis n'importe quoi, dans une entreprise que ça marchera chez nous. Donc, nous, on a cette spécialité du coaching et on est de l'ordre, effectivement, de l'organique, du vivant. On prend en compte ce qu'il y a là et à partir de là, on va construire accompagner les gens dans ce qui est là pour les faire avancer quelque part, les faire progresser d'un petit pas. Donc, voilà, il y a souvent des mélanges, effectivement. Et donc, je pense que pour le coaching, c'est important surtout de communiquer sur à quel type de demande on répond et quels sont les effets que ça produit. Et d'avoir des témoignages. Je pense que c'est le mieux à faire parce que les témoignages sont certainement notre meilleure communication possible dans un monde qui est saturé par tout un tas d'acteurs. Le nombre de gens, il y a des coachs agiles, il y a des coachs je ne sais pas quoi, tout le monde se dit coach aujourd'hui. Et donc, on est un peu perdu dans tout ça. Donc, je pense que le coaching est un vrai métier. C'est une vraie, on va dire, profession. Et d'ailleurs, j'avais un coaching d'équipe il n'y a pas longtemps et le responsable a dit à la fin, mais je vois combien c'est une vraie profession, c'est un vrai métier d'être coach. Il y a un vrai savoir-faire très particulier derrière, et même si on ne peut pas le décrire en tant que tel, il y a des années d'expérience et une capacité à détecter des informations, à sentir ce qui se passe, l'énergie, de s'adapter en permanence, de s'ajuster. Donc, il y a vraiment quelque chose de très particulier, ce que ne font pas des consultants, ce que ne font pas les gens en conduite du changement. Et on pourra revenir sur un sujet, parce que c'est un sujet qui est important en matière de visibilité et de valorisation du coaching dans un monde saturé. Avec cette belle présentation, introduction, ça me ramène à poser la question sur le vif du sujet. C'est qui le coach des dirigeants? C'est quoi le coaching des dirigeants? Alors, peut-être, moi, j'aimerais faire une petite introduction sur les enjeux. En tout cas, je vais parler un peu de ce que je connais, c'est-à-dire les grandes entreprises internationales, mais je pense que c'est valable aussi sur des entreprises plus petites. C'est les enjeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans vous savez, l'armée américaine avait dit qu'on est dans un monde qui était le monde VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, donc un monde instable, c'est ça qu'ils nous décrivait. Aujourd'hui, maintenant, on utilise un autre acronyme qui s'appelle BANI, pour Brittle, Anxious, Non-Linear et je ne sais plus quel est le dernier, bref. Mais ça veut dire que le monde est devenu fragile, avec de l'anxiété, non linéaire et incompréhensible.
Donc, on est passé d'un monde instable à un monde chaotique. C'est-à-dire que la prévision de VUCA s'est réalisée quelque part et s'est amplifiée. Donc, nos dirigeants, ils ont affaire avec ce monde-là aujourd'hui. Et donc, du coup, voilà, une grande entreprise, une entreprise, c'est quand même un grand organisme vivant, quelque part, dans un environnement qui a profondément changé. La deuxième chose, l'enjeu, c'est important, c'est les exigences qui portent sur les entreprises. En tout cas, nous, notre entreprise, on a des exigences en matière RSE qui sont extrêmement importantes, c'est-à-dire que la sphère politique exerce effectivement une pression très forte, la société également. Le régulateur, on est une banque, nous en l'occurrence, mais le régulateur est présent dans plein d'autres secteurs aujourd'hui. Le régulateur est beaucoup plus vigilant. Donc, on a une somme d'exigences qui n'a jamais été aussi élevée qui porte sur les entreprises. Un autre enjeu qui est important aujourd'hui, qui persiste, c'est l'enjeu de rentabilité à court terme. On reste évalué par des analystes financiers tous les trimestres. On compare nos résultats trimestre par trimestre. Donc, il y a une exigence assez paradoxale dans un monde très imprévisible et incertain à continuer à nous évaluer avec une pression des résultats à court terme. Et puis, le dernier enjeu qui est plus récent, je dirais, c'est l'évolution de la relation au travail. C'est-à-dire que le rapport au travail a évolué significativement. Les nouvelles générations, c'est très intéressant, ont un rapport au travail très différent. En tout cas, les dernières enquêtes ont montré que voilà, ils recherchent un équilibre entre travail et vie personnelle que les anciennes générations n'avaient pas quelque part. Et donc, il y a une exigence qui est très forte. Il y a une exigence aussi de transparence, une exigence de sens. Voilà. On voit bien qu'il y a des nouvelles attentes et une nouvelle relation au travail, un nouveau contrat social qui va devoir se trouver. Voilà. Donc, tout ça pour dire quoi? Ça veut dire que, vous voyez, l'enjeu aujourd'hui dans lequel sont les entreprises n'a jamais été certainement aussi compliqué. Et ça va avoir des conséquences sur le dirigeant. Ça veut dire quoi, les conséquences sur le dirigeant? C'est qu'il y a une conséquence en matière de responsabilité. La responsabilité n'a jamais été aussi importante sur ses épaules. D'accord. Et ça va poser un problème, un dilemme entre besoin de contrôler pour assurer cette responsabilité et la nécessité de responsabiliser. Vous voyez le dilemme qu'il va y avoir. Je suis contrôlé, je suis responsable et en même temps, je voudrais responsabiliser les gens, donc développer de l'autonomie. Voilà, donc il y aura un premier. Le deuxième dilemme auquel ils vont faire face, c'est le court terme versus le long terme. On doit pouvoir s'ajuster rapidement, impératif d'un environnement qui change en permanence. Et en même temps, il faut investir. L'investissement, c'est sur du long terme. Quand j'investis dans de l'IT, dans mon informatique, c'est souvent sur 10 ans. Donc, d'un côté, j'ai une nécessité de faire des investissements à long terme et en même temps, je dois m'ajuster à court terme. Donc, ça aussi, c'est nouveau et c'est très compliqué à gérer pour une organisation. L'autre chose aussi qui est aussi une sorte de dilemme, c'est qu'au-delà de définir une stratégie, il est important d'articuler la stratégie avec la culture, c'est-à-dire l'environnement, le contexte. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu le parent pauvre, la culture. Moi, ce que je vois, c'est que beaucoup de dirigeants ont du mal à prendre en main le sujet de la culture de l'organisation, c'est-à-dire l'environnement, le contexte, la façon de faire, les valeurs de l'organisation. Je pense qu'ils ont du mal à saisir cet élément-là qui est pourtant essentiel. Pourquoi? Parce qu'on se comporte de la façon dont on se comporte dans un environnement donné. Et donc, l'environnement est déterminant dans la façon dont les gens vont agir les uns avec les autres. Et très souvent, ce sujet, effectivement, est un peu délaissé, on va dire, et que les dirigeants ont tendance à se focaliser sur la stratégie de l'organisation poussée par des cabinets de consultants qu'on connaît tous, qui viennent avec des modèles depuis des dizaines d'années, voir les dirigeants et leur dire voilà le modèle qu'il faut mettre en place. Et puis le dernier, c'est avec les nouvelles générations, c'est comment trouver l'équilibre entre les attentes des nouvelles générations et puis les besoins de l'entreprise. Comment je trouve cet équilibre avec un changement extrêmement fort. Donc on voit des bouleversements très forts qui font porter effectivement un certain nombre de questions et de pression sur le dirigeant, qui va souvent, moi ce que j'observe, générer une forme de solitude du dirigeant. On est, nous, en tout cas en France, on a formé nos dirigeants dans les grandes écoles
On leur a appris qu'ils étaient les meilleurs. Et souvent, ils ont l'impression qu'ils doivent leur succès à eux-mêmes et qu'à eux-mêmes. Et donc, on est aussi dans des cultures de il faut se débrouiller tout seul, il faut être fort, et demander de l'aide, c'est pour les faibles quelque part. Donc, quand on est dirigeant, exposer ses difficultés, exposer sa vulnérabilité, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que je me rappelle un dirigeant qui m'a dit « mais si je commence à exprimer ma vulnérabilité, mes doutes, je n'existe plus. Je vais être rejeté par l'organisation. » Donc, il y a un sujet aujourd'hui à la fois, c'est encore un dilemme, c'est-à-dire qu'effectivement, pour inciter, inspirer confiance, je pense que c'est important d'exprimer ses doutes. Et en même temps, il y a cette réserve à exprimer ses doutes en disant « mais voilà, je suis là, il faut que je tienne, c'est moi qui dois tenir. » Donc, il y a vraiment une difficulté en tant que dirigeant de tenir, parce qu'il doit donner la direction, il doit décider, il doit faire tout ça. Et en faisant ça, finalement, il va renoncer une part de son authenticité quelque part. En tout cas, c'est rare de voir des dirigeants très développés et authentiques, il y en a, mais on voit combien c'est compliqué du fait de l'environnement dans lequel on est. Et ça, c'est un vrai sujet pour moi pour susciter de l'inspiration. Et on pourrait dire qu'une organisation, c'est un être vivant, donc un être vivant a besoin d'inspirer, d'expirer, comme une organisation a besoin d'air quelque part. Et donc, le dirigeant a un rôle effectivement important. L'autre chose que l'enjeu que j'ai décrit contribue, c'est, vous voyez, l'environnement est déjà très risqué, donc il va éviter des risques supplémentaires. Donc, tout ce qui pourrait le déstabiliser, il va chercher à l'éviter. Ça veut dire quoi? Je vais vous prendre un exemple. Si vous arrivez avec une démarche dans votre entreprise en disant, tu sais, monsieur le responsable, monsieur le directeur, je pense qu'il faut redonner de l'autonomie aux collaborateurs, il faut responsabiliser davantage les collaborateurs, il faut que les managers arrêtent de tout décider, arrêtent de tout contrôler, etc. Mais il ne peut pas acheter ça. Parce que c'est trop risqué. Vous allez le voir à quelque chose, donc on ne voit pas très bien les effets que ça peut produire à terme. Et donc, lui, il a tellement des enjeux énormes à gérer, avec des risques énormes, qu'il faut prendre en compte le fait qu'il va éviter de prendre d'autres risques. Et donc, quand on vient sur le sujet de transformation des organisations, transformation culturelle, un sujet qu'ils ne maîtrisent pas, ils ont du mal à le saisir, parce qu'ils ne voient pas très bien les effets que ça va produire. Ça pourrait leur faire peur, en disant, oh là, si on responsabilise tous les collaborateurs, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va contrôler les choses? Les choses vont nous échapper. Donc, c'est important de prendre en compte cette solitude qu'ils ont, et puis le fait qu'ils ne soient pas enclins à prendre des risques supplémentaires. Alors, la chose aussi qui est importante aujourd'hui, c'est de prendre conscience que le cadre, ces gens-là ont été formés il y a 20 ou 30 ans, dans un environnement qui était très différent. Donc, ils n'ont pas été formés pour aborder ce monde-là. Et ça, c'est important de le prendre en compte. Et ce que disait Martha Nussbaum, une philosophe américaine, il dit que les dirigeants ont une conception appauvrie des moyens pour atteindre leurs objectifs. C'est-à-dire que leur cadre de formation a été à l'époque peut-être très bon pour l'environnement, adapté à l'environnement. Aujourd'hui, l'environnement a changé. On sait que l'éducation met 10 à 20 ans à s'adapter. Donc, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que l'éducation, on va dire, de nos dirigeants est incomplète et insuffisante pour faire face au monde actuel dans lequel nous vivons. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des moyens, des outils, quelque part, pour faire différemment. Ils vont repiocher toujours dans leur mode de représentation, leur mode de pensée qui va être lié à leur formation. Et dans un monde qui a bougé énormément, effectivement, je pense qu'il faut d'abord se cultiver en permanence. C'est-à-dire qu'il faut développer certainement dans des domaines type de la sociologie, dans la philosophie, dans la psychologie, dans l'histoire. Mais je pense que c'est en se cultivant, en s'ouvrant à d'autres modes de pensée, d'autres façons, d'autres représentations, que le dirigeant va être à même de trouver d'autres façons de faire dans ce cadre qui a évolué. Voilà, donc je pense que ça, c'est un point important. Donc ça veut dire quoi, in fine? C'est que les dirigeants, c'est des animaux sauvages. Quand je parle des dirigeants, on va parler du top 50 ou du top 100 pour notre organisation, donc des gens qui ont en charge des milliers, voire des dizaines de milliers de collaborateurs sur les fonctions stratégiques.
c'est des animaux sauvages qui sont difficiles à attraper, sur lesquels il n'y a pas forcément de demande. Vous voyez ? Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, ils vont plutôt faire appel à des consultants aujourd'hui qui parlent le même langage d'eux, un langage stratégique, qui parlent système d'organisation, qui vont parler peut-être formation, conduite du changement, et c'est tout. Et qu'est-ce qui se passe ? Souvent, ces organisations, elles sont définies, mais quand on les met en place, on voit qu'au bout d'1 an, 2 ans, il n'y a pas les effets escomptés, ça ne marche pas. Donc on dit quoi ? On va dire que c'est la faute des gens, ils n'ont pas compris l'organisation. Ou c'est la faute à la culture. Voilà, en tout cas, ce n'est pas la faute du modèle. Voilà, donc aujourd'hui, on a ce mode-là, donc ils ne sont pas faciles à attraper. C'est-à-dire que je vais vous donner quelques exemples comment j'ai pu attraper des dirigeants, mais il y a plusieurs portes d'entrée. Parce que rarement le dirigeant va venir en leur disant j'ai une demande de coaching. Même si c'est très paradoxal, tous les grands sportifs se font coacher. Tous les grands sportifs qui savent ce que c'est que la performance, parce qu'il faut répéter des réussites en permanence, il n'y en a pas un, je pense, qui n'est pas coaché. Nos dirigeants pensent qu'ils peuvent être performants sans être coachés. Donc, comment les attraper quelque part ? Je vais vous donner des… Alors, on peut les attraper. Moi, je me rappelle une fois un dirigeant, je l'ai vu, je lui ai posé la question directement, je lui ai dit, est-ce que tu penses que ton équipe est performante ? Il m'a regardé, il m'a dit, ça veut dire quoi ? Je lui ai dit, est-ce que tu penses que ton équipe est performante ? Qu'est-ce que vous faites ensemble dans votre équipe ? Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous décidez ensemble ? Est-ce que vous co-construisez des choses ? Donc, je lui ai posé un certain nombre de questions sur son équipe, et puis à chaque fois, il me disait, non, oui, il y en a qui ne parlent pas, on partage de l'information, on décide, on ne sait pas trop. Donc, en fait, il ne savait pas ce que c'était qu'une équipe performante, quelque part. Et donc, c'est par là que je l'ai attrapé, et je lui ai dit, mais est-ce que ça t'intéresse de travailler sur le sujet ? De faire en sorte que vous clarifiez un peu quelle est la raison d'être de votre équipe, déjà, qu'est-ce qui fait que vous êtes ensemble ? Qu'est-ce qui vous réunit quelque part ? Et puis après, qu'est-ce que vous avez envie de faire ensemble ? D'accord ? Sur quoi vous voulez travailler ensemble, coopérer, etc., etc. Et donc, par là, par exemple, c'est une porte d'entrée. Ça veut dire que peut commencer un coaching d'équipe. Voilà. Et peut-être que par le coaching d'équipe, ce qui va se passer très souvent, c'est je vais accompagner le dirigeant en préparant le coaching d'équipe. Donc, ça va me permettre de faire finalement un peu de coaching du dirigeant en accompagnant son équipe. Alors qu'il n'aurait pas pris le coaching directement, je vais le faire avec le coaching d'équipe. Je vais lui dire, écoute, il faut qu'on prépare. Donc, on va avoir besoin de séances ensemble. Et à l'occasion de la préparation, pour qu'il crée les conditions pour que le coaching d'équipe marche, on va faire une sorte on va faire du coaching d'équipe, du coaching du dirigeant à ce moment-là. Donc, ça, c'est une façon de faire. Une autre façon que j'ai pu faire aussi, c'est de commencer en étant un sparring partner. C'est-à-dire que un dirigeant, j'ai échangé avec lui, je lui donnais des idées sur des choses, etc. Il m'a dit, mais est-ce que tu ne veux pas qu'on se voit toutes les semaines ? Voilà, donc toutes les semaines, j'avais une demi-heure avec lui, mais qui était quelque chose de l'ordre du sparring partner, donc quelqu'un qui pouvait le faire réfléchir sur sa stratégie. Et à partir de là, ça a pu aussi évoluer en coaching individuel derrière. Vous voyez, donc il n'y a pas une demande forcément claire et explicite, il y a d'autres portes d'entrée pour aller, on va dire, faire exprimer une demande du dirigeant. Donc voilà des portes d'entrée. Ça veut dire quoi aussi ? Le dirigeant, il y a une particularité, on va dire, par rapport à un manager, c'est que il y a une sorte de crédibilité du coach à avoir face à un dirigeant. C'est-à-dire que le dirigeant va chercher quelqu'un qui, une sorte de père quelque part, et quelqu'un qui comprend la stratégie, quelqu'un qui est cultivé. Donc, c'est vrai que, en matière de posture vis-à-vis d'un dirigeant, il faut avoir une posture, effectivement, qui permette d'entretenir ce dialogue avec le dirigeant, qui va permettre de créer une forme de crédibilité, de légitimité, qu'on n'a pas forcément quand on fait du coaching d'un manager classique, on va dire.
Donc, il y a une forme de coaching un peu stratégique avec un dirigeant, être capable de tenir, de comprendre une organisation, de comprendre ses enjeux stratégiques, de parler le même vocabulaire que lui, d'être cultivé. Voilà, ça va être important parce que le dirigeant ne va pas s'ouvrir comme ça. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir. Voilà, je parle beaucoup, alors je regarde l'heure parce que je ne voudrais pas trop parler. Je pense que rapidement, je pense que les sujets aujourd'hui importants d'un dirigeant, c'est de faire différemment. Je pense que tous les dirigeants ont compris dans les grandes organisations, par exemple, que le mode de fonctionnement top-down et contrôlant ne marche plus. Et en même temps, ils n'ont pas de mode de rechange. Ils ne savent pas forcément comment faire. À un moment donné, on leur évoquait les entreprises libérées, etc. Mais voilà, ils ne peuvent pas. C'est quelque chose, pour beaucoup, qui n'est pas audible en disant entreprise libérée, ça fonctionne une petite entreprise et puis ça leur fait peur, etc. Ils n'ont pas de vrai modèle de rechange, quelque part, mais tout en sachant que le modèle top-down ne fonctionne pas. Donc, le coaching est plus que jamais d'actualité aujourd'hui parce qu'ils ont, on va dire, plus que jamais besoin de changer des façons de faire, d'explorer des nouvelles façons de faire. Et pour ça, ça veut dire effectivement penser différemment, ça veut dire clarifier aussi, avoir une approche systémique. Je pense que c'est extrêmement important de pouvoir aider les dirigeants à avoir une pensée systémique, une vision systémique, c'est-à-dire de regarder les différents éléments du système dans lequel il est, d'apprendre à décrypter le système dans lequel il est. La deuxième chose, c'est d'avoir des temps d'arrêt pour de la réflexivité. C'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Il y a très peu de dirigeants aujourd'hui qui prennent le temps de s'arrêter, de se dire qu'est-ce qu'on a fait, comment on l'a fait, qu'est-ce qui a marché, pas marché. Donc, avoir du temps de réflexivité parce qu'on ne peut pas apprendre et progresser sans réflexivité. Et puis, plus que jamais, le besoin de donner du sens, une direction, mais à partir de ses convictions personnelles. C'est-à-dire que je pense que le dirigeant aujourd'hui a plus que jamais besoin pour entraîner, donner envie, c'est de se connecter à qui il est. Et je reviens à l'authenticité. C'est en se connectant à qui il est, effectivement, qu'il va pouvoir entraîner, inspirer les gens, se connecter à ce qui fait sens pour lui. C'est comment le dirigeant apporte finalement sa vision du monde dans l'entreprise et la partage. Donc, pourquoi? Parce que moi, ce que je me suis aperçu, c'est que quand on a une vision claire, ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, hein, mais une vision claire, c'est voilà, qu'est-ce qu'on cherche à faire quelque part. Si on a défini des principes de fonctionnement des valeurs, bah, on se dote déjà de fondations assez solides quelque part pour pouvoir avancer même dans un monde compliqué. Voilà, donc, je pense que la voie pour eux, c'est de voilà, continuer à être curieux, à s'éduquer, à penser différemment, à se concentrer, mettre leur attention sur donner du sens, prendre du temps pour la réflexivité, avoir une approche systémique, et puis de lâcher prise sur plein de choses, c'est-à-dire d'arrêter de contrôler, d'arrêter d'aller dans des réunions, d'arrêter de prendre des décisions sur plein de choses. Voilà, donc voilà un peu, moi je trouve que les évolutions aujourd'hui qui sont d'actualité pour les dirigeants dans ce monde que j'ai décrit tout à l'heure. Voilà, je voudrais peut-être m'arrêter là. J'espère que ça a été clair et puis peut-être de prendre vos questions, besoin peut-être de clarification dans ce que j'ai dit ou de questions tout simplement. Merci beaucoup. C'était très clair sur le plan vulnérabilité, les enjeux, la façon d'entamer. Et maintenant, je ne peux que ouvrir peut-être la salle pour les participants qui veulent poser une question ou partager une réflexion. C'est à vous, mes amis, de poser vos questions. Alors, je crois qu'il y a Oussama qui veut poser une question. Je vois une main. Vous pouvez y aller. Monsieur Sama.
bonsoir tout le monde. Bonsoir, c'est Chafer. Merci beaucoup pour ce webinaire très, très riche en informations. Merci beaucoup, Hugues, pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Et je rebondis sur cette idée que le dirigeant, c'est un animal sauvage, difficile à dompter ou en tout cas difficile à attraper. En tout cas, l'idée est très, très intéressante. Ça donne un petit peu ça pose le cadre. Ça pose le cadre pour les pros de l'accompagnement qui veulent éventuellement aller chercher du coaching, que ce soit individuel ou en tout cas ou coaching d'équipe dans le monde du workplace, dans le monde du travail. Maintenant, ce que vous avez partagé, moi j'entends presque une posture de leader pour que le dirigeant en fait commence à s'adapter à ce monde VUCA. J'ajouterais même VUCAS parce que j'ai le S pour stress, parce que c'est un monde qui est devenu très stressant, très bien évidemment avec ses caractéristiques incertains et volatiles. Tout le monde est stressé aujourd'hui, on a peur de l'inconnu, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et donc, j'ai l'impression que vous avez décrit un dirigeant qui a besoin d'intégrer ses caractéristiques de leader, qui va se connaître, qui va se connecter à lui-même et qui va avoir du sens et développer une vision pour la partager avec ses équipes. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que le coaching aujourd'hui de dirigeant, il commence aussi à s'adapter à cette culture de leadership? Est-ce que c'est pas devenu une… Là, aujourd'hui, on trouve beaucoup de formations qui proposent des programmes de leadership. Est-ce qu'on n'est pas en train de mélanger à la fois du coaching et de la formation? C'est-à-dire le dirigeant ou les équipes, pour intégrer cette posture, ils ont besoin aussi d'une formation dans cette notion de leadership qui va amener l'intelligence émotionnelle et l'intelligence collective, comme vous l'avez si bien décrit là tout à l'heure. Comment répondre à votre question? Donc, je pense que la formation, elle est importante. Alors souvent, les dirigeants, voilà, quand on se forme en entreprise, mon expérience, c'est que souvent, on a des formations au tout début, et puis après, ça s'arrête rapidement. Donc, on peut avoir des formations management, puis après, il y a des programmes de leader, effectivement. Mais assez rapidement, ça s'arrête. C'est-à-dire que même pour nous, les top 200, 300 centenaires de secret, ils ont aujourd'hui peut-être 2 journées de formation tous les 2 ou 3 ans. Vous voyez, donc très rapidement, ça s'arrête. Et c'est ça le sujet aujourd'hui. C'est qu'au contraire, pour moi, un dirigeant, il devrait avoir 10 jours de formation par an. Mais de formation, encore une fois, peut-être de le cultiver dans ses façons de penser, peut-être d'avoir des échanges aussi philosophiques. Moi, je suis étonné du fait que l'entreprise, aujourd'hui, on ne réfléchit plus vraiment. On utilise beaucoup de mots, la responsabilité, la confiance, la transparence, l'authenticité, mais on ne définit jamais ce que ça veut dire. Et donc, éduquer le dirigeant, c'est éduquer à penser, à approfondir sa pensée, à expliciter sa pensée. On parle de quoi quand on parle de responsabilité? Je parle de quoi quand je parle de confiance ou d'authenticité? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, moi, je pense que oui, il faut continuer à les cultiver à travers des formations. Et puis après, il y a on va dire des changements de représentation, effectivement, qui doivent venir en étant accompagnés avec quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un qui va être une sorte de miroir quelque part, qui va permettre aux dirigeants de prendre conscience d'un certain nombre de choses et puis de tester, de changer en sécurité sa façon de faire, sa façon de réfléchir, sa façon de penser. Donc, je pense que les deux, pour moi, sont nécessaires aujourd'hui pour un dirigeant, encore une fois, qui n'a plus de formation et qui doit continuer à s'éduquer sur tout un tas de matières, de façons de faire, de se représenter, et puis d'accompagnement de type coaching qui peut être en individuel, mais vous avez vu, j'ai fait le lien le dirigeant avec son équipe, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'un dirigeant ne peut plus décider, on va dire, tout seul, quelque part. Le mythe de celui du leader omniscient, du dirigeant omniscient, ne peut plus exister dans un monde aussi compliqué.
Donc, il a besoin de s'appuyer sur une équipe. Et très souvent, il ne s'appuie pas forcément bien sur son équipe parce qu'il n'y a pas eu de formation dans les écoles d'ingénieurs ou de commerce ou pas beaucoup, sur travailler en équipe. Or, donc ça s'apprend. Et souvent, nos dirigeants ont l'impression que manager une équipe, ça ne s'apprend pas, qu'il n'y a pas de méthode, qu'il n'y a pas de discipline. Or, oui, il y a c'est compliqué de manager une équipe. Et souvent, moi, j'ai des dirigeants qui, ils ont même 20 personnes. Donc, vous voyez, des managers qui n'ont pas, des dirigeants qui n'ont pas forcément eu qui sont pas forcément, on va dire, qui n'ont pas forcément été accompagnés avec l'accompagnement de coaching. Quand vous vous retrouvez avec 20 personnes animées, c'est super compliqué. Vous voyez. Donc, ce qui est important, c'est qu'ils puissent aussi apprendre à s'appuyer sur les autres. Encore une fois, on lui a demandé jusqu'à maintenant d'être fort, de plutôt faire tout seul. Là, l'environnement l'incite, l'oblige quelque part à s'appuyer. S'appuyer sur les autres, partager le pouvoir, parce qu'on est là-dessus, on est dans une distribution du pouvoir, alors qu'on est bien dans un monde où le pouvoir était concentré. Une distribution de pouvoir dans un monde, encore une fois, où il y a de la pression. Donc, vous voyez, je suis prêt à distribuer le pouvoir et en même temps, je me dis, oh là là, attention, parce que si jamais il y a un truc qui me tombe dessus, vous voyez, entre le contrôle et la distribution, entre la responsabilité et le contrôle que ça peut inciter, la responsabilisation, il y a ce dilemme, cette tension qu'on sent. Donc, c'est important d'y aller doucement, de faire des expérimentations. Par exemple, nous, on a fait une expérimentation à Société Générale sur la responsabilisation, mais on n'a pas fait un programme parce qu'on s'était dit, jamais ils achèteront un programme sur une démarche de responsabilisation. Donc, on a plutôt fait des expérimentations dans une dizaine d'équipes pendant 1 an pour voir les effets produits et à partir des effets, de voir si on allait étendre ou pas. Donc, vous voyez, c'est une adaptation à un moment donné par rapport à des dirigeants qui ne peuvent pas prendre des décisions trop risquées dont ils ne mesurent pas les effets, de leur proposer d'autres modes de faire. Donc, on expérimente, on regarde, ils voient les effets, ils disent « Ah bah oui, tiens, c'est utile, ça marche, on peut étendre à ce moment-là. » Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Oussama. Non, très clair, très clair. De toute façon, ce que je comprends, c'est une démarche progressive. Il y a toujours encore ces idées, ces croyances que le dirigeant il a par rapport au contrôle, par rapport au pouvoir, par rapport au partage de l'information. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il faut y aller doucement. Et quand il y a cette confiance qui s'installe avec le dirigeant, avec ses équipes, peut-être à ce moment-là, proposer peut-être un programme, proposer quelque chose d'une taille un peu plus grande que les gens peuvent intégrer. Oui, merci, parce que l'alliance, effectivement, est un mot que j'aime bien. Il faut à un moment donné qu'il y ait une alliance. Et l'alliance, elle peut prendre 6 mois, elle peut prendre 1 an, elle peut prendre 1 minute aussi. Voilà, donc, donc, quand l'alliance est là quelque part, il y a un certain niveau de sécurité, de confiance suffisant qui fait qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont pouvoir être possibles. C'est à ce moment-là qu'on peut poser la question. Si je n'avais pas une alliance avec le dirigeant en disant « Mais est-ce que ton équipe est performante ?» il m'aurait rejeté immédiatement. Clairement. Oui, l'alliance est importante et ça passe par la connaissance de l'autre, par la connaissance de l'autre. Je trouve que dans l'entreprise aujourd'hui, les gens ne se connaissent plus. Pas vraiment. Là, j'ai fait il n'y a pas longtemps aussi un autre exemple d'une équipe dirigeante. Les gens se connaissaient depuis, certains au sein de l'équipe, depuis 10-15 ans. Et en fait, ils ne se connaissaient pas vraiment. C'est une connaissance, vous voyez, superficielle, de type un peu… on se respecte, il y a de la loyauté, mais vous voyez, on a des relations qui restent cordiales quelque part, qui restent amicales, on se dit bonjour, on se dit machin, mais finalement, on ne se dit pas vraiment les choses. Vous voyez, que aussi, ça arrive aussi dans les relations, vous avez des organisations de type un peu familiales, quelque part, où même il peut y avoir aussi de l'affect, etc., mais on ne se dit pas vraiment les choses. Donc, c'est important pour moi d'arriver à une relation d'authenticité, ce que j'appelle l'alliance, c'est à un moment donné où il y a une authenticité suffisante des deux côtés pour que l'alliance, effectivement, se crée et que là, les choses vont être possibles. Mais ce n'est pas forcément suffisant, de mon expérience.
Monsieur Hugues, vous m'avez indiqué sur le fait que vous avez dit la vulnérabilité du dirigeant. Et sa vulnérabilité réside dans son esprit de je dois être beaucoup plus responsable que les responsables. Ça réside dans les risques autour de lui. Et ça réside aussi dans la culture de l'entreprise, là où il est par rapport à son image et le sentiment d'être le plus puissant, normalement qu'il doit être le plus puissant parce que c'est le top management de l'entreprise et c'est lui qui doit porter toutes les solutions. Et de l'autre côté, elle est sollicitée de partager avec les autres et tirer l'information et les décisions avec les autres. Cette vulnérabilité, j'ai bien entendu qu'il faut créer l'alliance avec ce dirigeant-là et peu à peu, il peut baisser ce masque de son poste pour rentrer dans une dynamique de développement personnel et d'accompagnement de son équipe en bonne et due forme. Je comprends ça parfaitement si je suis avec lui dans l'entreprise jour et nuit. Pour le coach externe, comment il va créer cette alliance et l'interaction avec ce dirigeant pendant une bonne période peut-être pour qu'il se sente dans la confiance avec lui, pour qu'il accepte l'accompagnement pour ce coach-là, coach externe. Je ne vous entends plus, là. J'ai un petit problème. Oui. Maintenant, vous m'entendez? Oui, c'est bon, je vous entends. Très bien, très bien. Est-ce que ma question, c'était un peu clair ou je la résume autrement? Pardon, je n'ai pas entendu le dernier. Est-ce que ma question elle était claire? Je n'ai pas entendu, j'ai été coupé là, les 30 dernières secondes. Je résume, c'est que l'alliance, je peux la créer si je travaille avec ce dirigeant et on a le temps de partager ensemble pendant un moment donné. Si je suis un coach externe, oui, comment il peut s'ouvrir avec moi pour partager de sa vulnérabilité? Oui, c'est une bonne question que je n'ai pas abordée, coach interne, coach externe. Le coach interne peut présenter les avantages que vous avez décrits par sa compréhension, la crédibilité. Moi-même, j'ai été dirigeant, donc c'est vrai qu'ils me reconnaissent en tant que dirigeant. Donc, j'ai accès effectivement à eux, ils me font confiance, ils m'ont connu en tant que dirigeant. Parfois, il y a des dirigeants qui vont préférer une neutralité à avoir un coach externe. C'est-à-dire qu'ils vont préférer avoir quelqu'un qui n'est pas dans l'entreprise pour être, ça va les sécuriser. D'accord ? Le coaching s'exerce dans un cadre déontologique très strict de confidentialité, entre autres. Certains vont dire, et d'ailleurs, on privilégie souvent pour les dirigeants du haut de l'organisation plutôt des coachs externes. Et à ce moment-là, l'alliance va se faire. Donc, il faut qu'ils trouvent déjà le bon coach externe avec lequel il y a un bon fit. Donc, quelquefois, ça peut prendre un peu de temps, quelquefois, il y a des ratés, quelquefois, voilà. Donc, ça va prendre du temps, effectivement, qu'il y ait l'alliance, mais ça fonctionne bien. Encore une fois, le sujet qu'on a plus avec les dirigeants, c'est qu'ils n'ont pas forcément de demande. Donc, c'est plutôt ça le sujet. Donc, quand on voit alors, nous, en tant que coach interne, on peut être aussi prescripteur, c'est-à-dire qu'on peut faire émerger une demande ou si on voit qu'il y a quelque chose qui émerge, de lui dire, est-ce que tu voudrais être accompagné par un coach externe? Donc, d'y aller doucement et de se dire, pour le sécuriser, on va prendre quelqu'un de complètement neutre qui est externe à l'entreprise. Alors, nous, on va choisir par contre, on va référencer des coachs externes
quand on va le mettre en face d'un dirigeant, souvent, on va prendre des coachs qui sont très, très expérimentés, qui ont déjà voilà, une pratique de coaching de dirigeants qui fait que ça leur donne une culture aussi, des enjeux du dirigeant, etc. Donc, ça va être important, effectivement, de leur mettre des gens aussi qui sont crédibles de ce point de vue-là, en tout cas, de par leur seniorité, de par leur expérience. Voilà. Donc, et puis, il y a des coachs, voilà, il y a aussi des coachs externes qui ont été dirigeants aussi. Et il y en a quelques-uns donc, qui connaissent aussi le monde de l'entreprise. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a aussi. Donc, c'est l'expérience de coach qui donne cette légitimité pour qu'il Oui. soit accessible pour les dirigeants. Voilà, souvent, ils peuvent par exemple nous demander de se dire, ben ouais, je voudrais un coach qui a aussi coaché d'autres dirigeants comme moi. Ça va les rassurer, par exemple. Et ça va être important pour eux, ça va être un critère. En disant, mais qui vous avez coaché? Quel type de fonction? Est-ce que vous avez coaché des directeurs financiers? Est-ce que vous avez coaché des directeurs informatiques? Voilà, ils peuvent se dire, pour eux, quelqu'un de pertinent, c'est quelqu'un qui aura déjà accompagné quelqu'un qui a la même fonction. Donc, l'idée, c'est de voir quels sont leurs besoins. D'ailleurs, nous, quand on fait ce qu'on appelle un cadrage de la demande, c'est-à-dire qu'il faut savoir que tout coaching individuel, on fait un cadrage de la demande en amont, de façon à comprendre effectivement la demande pour qu'on trouve le meilleur coach, interne ou externe, en face de la demande. D'accord? Donc, on demande souvent, on demande tout le temps, explicitement, est-ce qu'ils ont des besoins particuliers? Quel type de coach ils aimeraient avoir? Est-ce qu'ils préfèrent un homme, une femme? Sur quel type de… Est-ce qu'il y a un registre particulier sur lequel ils ne veulent pas aller? Si quelqu'un me dit, moi, je ne veux pas aller sur les émotions, etc. Certains vont pouvoir dire, peut-être que le sujet, c'est un sujet plus de sens. On va voir on va regarder qu'est-ce qui s'exprime dans le cadrage de la demande, de façon à justement à trouver le coach qui va être pertinent pour eux et faire ce qu'on appelle un matching, qui va être le bon matching. Donc ça, c'est un travail et on fait ce travail-là parce qu'on connaît les coachs externes, on connaît aussi les dirigeants, on a ce cadrage de la demande et on va pouvoir y répondre par ça. Après, bon, quelquefois on se trompe et donc ils vont voir à ce moment-là plusieurs coachs, un deuxième coach, si le premier n'est pas, s'il n'y a pas d'alliance suffisante en tout cas. Merci beaucoup. J'ai ici deux questions qui sont orientées plus ou moins vers deuxième séminaire de coaching d'équipe de demain. Mais ici, c'est présente comment, à travers M. Mustafa, comment vous voyez le futur de coaching d'équipe après la période difficile qu'on a passée de Corona? Et le deuxième question, comment peut-on motiver le chef d'entreprise à rester sur la formation continue des équipes après la crise Corona toujours? Ces deux questions sont intéressantes. Je pense que le Covid a été une sorte de révélateur pour moi. Un révélateur aussi de nos difficultés, de nos vulnérabilités, de l'entreprise. Ça a révélé aussi les forces de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui a mis en lumière pas mal de choses. Ça a mis aussi en lumière que ça a confirmé ce monde VUCA ou ce monde banni maintenant, comme on l'appelle, que c'était compliqué de prévoir. On ne savait pas ce qui allait se passer demain. Est-ce qu'il y aura un nouveau virus dans 6 mois? On n'en sait rien. On voit aussi malheureusement avec la guerre combien les choses pas prévisibles arrivent soudainement avec des impacts énormes. Donc, on est dans un monde où on ne contrôle pas grand-chose quelque part et on nous demande de contrôler des choses dans un monde où on ne peut pas contrôler grand-chose quelque part. Donc, moi, comment on peut inciter? C'est je dirais en mettant en conscience en fait. C'est-à-dire que, j'aurais dit en développant le niveau de conscience des leaders sur le monde dans lequel on vit, de prendre conscience effectivement que la meilleure arme, c'est
c'est d'ouvrir son champ de conscience, ouvrir ses représentations du monde, parce que si je garde mon éducation, ma vision des choses, vous voyez, quelque chose d'ordre de figé dans un monde qui bouge beaucoup, je ne vais pas pouvoir répondre à ces évolutions. L'être humain, vous savez, il est fait pour s'adapter. C'est pour ça qu'on a des émotions, c'est pour ça qu'on a du stress, c'est aussi des signaux qui nous incitent à nous adapter en disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut changer, s'adapter. Mais une organisation, c'est pareil, c'est qu'aujourd'hui, le monde nécessite effectivement, on va dire, suscite de nouveaux besoins quelque part, des besoins d'adaptation. Et la première chose à faire, c'est de prendre conscience de ça. Le monde a changé, les besoins effectivement que ça génère sont différents des besoins précédents. Et pour répondre à ces besoins, j'ai besoin de faire différemment. Donc, voilà, ce qu'on peut faire aussi, c'est aussi des témoignages, de voir aussi des entreprises qui ont évolué, qui se sont transformées, des témoignages de dirigeants aussi, qui ont mis en place des choses innovantes. Je pense par exemple à Michelin qui a développé une démarche d'autonomisation des usines, c'est-à-dire qu'ils ont redonné aux ouvriers une capacité de décision et de l'autonomie. Et ils ont gagné 10 points d'engagement par cette démarche-là, donc c'est colossal. Hein. Et les ouvriers avaient des scores d'engagement supérieurs aux 4, ce qui ne s'était jamais passé chez Michelin. Donc, vous voyez, il y a des choses qui se font, il y a des sources d'inspiration, et ne pas attendre d'être bloqué pour changer. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'important. La nature humaine, malheureusement, a tendance à attendre qu'il y a un gros caillou dans la chaussure ou que ça bloque pour changer. Non. Je pense qu'il y a vraiment une invitation à se dire, voilà, continuons à nous ouvrir en permanence, à apprendre en permanence, à nous adapter en permanence, à apprendre à faire différemment pour s'adapter et que exactement l'entreprise, pour moi, est comme un corps humain quelque part. Comment on s'assure que tous ces organes sont reliés, que ça circule, que l'énergie circule entre tout, que ça respire, que ça expire. Vous voyez, on est un être vivant, on est un organisme vivant. Donc, quand on sent que l'organisme s'essouffle, quand il n'y a plus d'inspiration, ce qui arrive souvent dans les grandes entreprises aujourd'hui, les scores d'engagement ont énormément baissé ces dernières années. Ça questionne le niveau de motivation. C'est qu'il n'y a plus d'inspiration, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de… Donc, c'est aussi écouter. Je pense que le rôle d'un dirigeant, c'est de beaucoup écouter, regarder ce qui se passe, avoir les bons capteurs aussi, pour voir si son organisme fonctionne bien, si l'organisme organisation fonctionne bien, est-ce que c'est fluide. Vous voyez, je pense que c'est des bons indicateurs. Être à l'écoute. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors, l'évolution du coaching d'équipe, je pense que je peux vous partager, moi, une conviction que j'ai, qui est assez récente. C'est que j'ai vu dans mon entreprise beaucoup de programmes de formation de leaders, etc. Donc, on les envoyait en formation, pas en coaching, mais en formation pour apprendre les postures de leader, pour être leader coach. Voilà. Donc, c'était super, les gens étaient contents. Ils revenaient dans leur équipe et rien ne changeait. Donc, on voit bien que la formation, quelle qu'elle soit, au niveau individuel, n'est pas suffisante. Et donc, j'ai pris conscience de l'importance d'accompagner les équipes. Parce qu'en fait, l'échelon où les choses se passent, c'est quand même le dirigeant avec son équipe ou le manager avec son équipe. Mais c'est prendre les deux, l'écosystème des deux. Et c'est à ce niveau-là que c'est intéressant de travailler. Travailler sur notre cohésion d'équipe, qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on décide ensemble, qu'est-ce qu'on décide tous ensemble et qu'est-ce que le chef garde à sa main et pourquoi. Donc, vous voyez, clarifier tout l'exercice de la responsabilité, clarifier nos principes de fonctionnement, clarifier notre cadre de coopération, clarifier notre vision, clarifier notre interdépendance les uns avec les autres, clarifier l'image qu'on a et comment on porte, quelle image on veut donner et comment on la porte à l'extérieur. Vous voyez,
toutes ces choses-là, elles ne se font pas naturellement. Et ce n'est pas parce qu'un individu de cette équipe aura été formé, même quelle que soit la formation. Moi, ce que j'ai observé en tout cas, quand ces gens-là reviennent dans leur équipe, il y a, on va dire, l'effet de la formation ne se traduit pas. Donc, pour l'entreprise, ça n'a pas d'effet, en fait. Et donc, accompagner l'équipe, manager et son équipe, je pense que c'est une évolution que je vois en tout cas importante et sur lesquelles je vois qu'il y a de plus en plus de demandes. L'effet de ressort, à travers le coaching et l'accompagnement, on peut éliminer l'effet de ressort de cette excitation après formation. 2, 3 jours, il oublie tout. Là, ce n'était même pas 2, 3 jours, c'était quand même une formation sur 1 an espacée, donc c'était des formations lourdes, ça devait être, je ne sais pas si c'était peut-être 15 à 20 jours par an, sur une année quand même, donc c'était quelque chose de lourd. Ce n'est pas suffisant parce que quand on arrive dans le cadre de son équipe, voilà, en tout cas, moi, ce que j'ai observé à plusieurs reprises, c'est qu'on n'avait pas les effets escomptés de la formation. Mais il se trouve que peu d'entreprises mesurent les effets de la formation qu'ils font. Si on mesurait vraiment les effets des formations, je pense qu'il y a beaucoup de formations qu'on ne ferait plus. OK. Donc, je pense qu'il faut travailler le manager et son équipe dans cet écosystème de l'équipe naturelle, c'est-à-dire l'équipe où se passent les choses, c'est là où ils travaillent, et comment cette équipe devient aussi un lieu de ressourcement pour eux, ça aussi c'est important. Et puis, il y a travailler l'individu aussi dans l'équipe, c'est-à-dire notamment le manager de l'équipe. Quand on travaille le manager de l'équipe et son équipe, là, les choses peuvent évoluer, peuvent changer. Avec des nouvelles façons de faire, un haut niveau de confiance et un haut niveau de performance dans l'équipe. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet d'avoir des équipes performantes où il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je peux poser une question? Et Kamel, marhaba. Merci beaucoup. Bonjour Hugues. Bonjour Kamel. Vous avez évoqué le Covid. Moi, j'ai envie de t'interpeller sur ce que tu as remarqué au niveau des dirigeants après ces 2 années de Covid. On parle souvent récemment de changement de priorité, j'ai envie de dire, de l'implémentation du sens par rapport aux dirigeants, de nouvelles priorités. Est-ce que tu as constaté que cette période Covid, cette incertitude, ce monde VUCA ou Bali, est-ce que ça a impacté les priorités et le sens au niveau des dirigeants? Alors, je ne voudrais pas généraliser parce que je pense que c'était vécu différemment, mais ce que je vois plutôt la tendance, c'est que ça a plutôt été une tendance au retour en arrière. Vite revenons à nos modes de fonctionnement d'avant. Ce qui est voilà, on est des êtres humains, donc on connaît le principe d'homéostasie, donc on a plutôt tendance à éviter tout changement et à revenir au mode d'avant, qui était rassurant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a observé pendant le Covid qu'il y a eu des modes de fonctionnement plus rapides, des adaptations plus rapides, des choses qui se sont faites en quelques semaines alors qu'elles auraient pris des mois. Donc, on a vu qu'il y avait une capacité à fonctionner différemment. Mais à ce stade, je n'ai pas vu de changements, je dirais, fondamentaux. On reste à définir une feuille stratégique à horizon 3 ans. Il y a une chose, par exemple, qui pourrait émerger, que je n'ai pas encore vu émerger, qui est pour moi effectivement extrêmement important, c'est que justement dans ce monde-là, est-ce que ce n'est pas utopique de définir des feuilles stratégiques à 5 ans? Qu'est-ce qu'on en sait de ce qui se passera dans 5 ans? Alors, je comprends bien, c'est que pour les analystes financiers ou les investisseurs, c'est rassurant d'avoir des chiffres et une projection.
Mais entre nous, on sait qu'il n'y a quasiment aucune chance qu'on y arrive. Donc, vous voyez, il y a comme s'il y avait un espèce de… C'est très paradoxal, je trouve, aujourd'hui dans un monde, de définir une stratégie à 5 ans et puis surtout de se dire que cette stratégie, on va tout faire pour la réaliser coûte que coûte. Parce qu'il y a des investisseurs derrière, on a promis, vous voyez, c'est dans le monde dans lequel on est, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on nous demande de faire des promesses, de s'engager sur quelque chose qui est quasiment impossible à tenir. C'est complètement paradoxal, on est dans un monde un peu fou, utopique quelque part. Et donc, aujourd'hui, pour moi, dans un monde où on peut définir une stratégie, c'est important d'avoir une direction, donc d'avoir une vision. Par exemple, si je suis à Paris, je vais dire ma vision, c'est peut-être d'arriver dans le sud de la France. Mais peut-être que j'arriverai à Nice ou à Toulon. C'est pas très, vous voyez. Mais ce qui est important quand on décline la feuille de route stratégique, c'est-à-dire quand les gens, les employés sur le terrain vont mettre en œuvre, c'est aussi la boucle de retour. C'est qu'aujourd'hui, le risque qu'il y a avec le Covid, c'est de se couper, que les dirigeants se coupent. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression de pouvoir avoir décidé de choses opérationnelles avec un petit nombre de personnes, comme si c'était possible de diriger finalement l'entreprise. En tout cas, c'est un peu ce qui s'est passé avec très peu de personnes, et de se couper des gens qui sont sur le terrain, et de se couper des informations importantes que les gens sur le terrain peuvent avoir en mettant en œuvre la stratégie. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est important, quand on définit une stratégie, d'identifier les risques associés à la stratégie, mais aussi de réaliser qu'on va devoir l'ajuster forcément, cette stratégie. Qu'il faut qu'il y ait des variables d'ajustement, qu'on soit prêt à l'ajuster par ces rétrofeedbacks qui sont importantes. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est plutôt retour en arrière, du moins, on cherche, je n'ai pas vu de mode de fonctionnement vraiment évoluer, j'ai vu plutôt ce mouvement de, finalement, on peut faire avec un peu de personnes prendre des décisions quand même opérationnelles, et donc avec un risque de se couper de la base. C'est un peu ce que j'observe dans beaucoup d'entreprises, qu'il n'y a plus d'échange entre le haut et le bas. Et d'ailleurs, ils ne se comprennent pas aujourd'hui, clairement, c'est ce que j'ai vu. Donc, voilà un peu pour ma réponse. Donc, je vois plutôt des effets, je ne vois pas, en tout cas, les entreprises avoir tiré vraiment les leçons de cette crise. En tout cas, aujourd'hui. Ça va peut-être venir. C'est Hugues, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette l'authenticité de votre présentation, de votre présence et de présentation. Certes, plus qu'on a souhaité de maîtriser le monde, aujourd'hui on maîtrise rien du tout, et c'est énormément de frustration que nous sommes en train de vivre, quel que soit dirigeant ou manager ou toute personne a une conscience de société et de sa responsabilité devant cette société. Nous sommes en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre et on doit supporter, accepter et peut-être avec le coaching et sa façon de gérer l'émergence de l'instant, peut-être on va s'en sortir. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vois que le temps s'est découlé très rapidement avec vous. Je rappelle cette semaine qu'on a démarré aujourd'hui avec coaching de dirigeants. Demain, ça va être coaching d'équipe. Jeudi, coaching des organisations. Et vendredi, une conférence présentielle sur le coaching dans le monde de l'entreprise. Samedi matin, on va faire une randonnée à la forêt pour partager toute la semaine ensemble. Monsieur Hugues, merci beaucoup.
Merci les participants. Christine, j'aimerais bien que tu passes toute la semaine avec nous. Et, je vous donne, Monsieur Hugues, le dernier mot pour faire l'atterrissage. Écoutez, juste merci encore une fois pour votre accueil et c'est toujours un vrai plaisir de partager ce sujet du coaching et de l'humain finalement qui est au centre de tout. C'est le coaching, c'est remettre de l'humain au sein des organisations et je pense que la clé, la solution, effectivement, c'est l'humain. Donc, l'humain dans son authenticité, dans tout son potentiel. Et donc, si on peut contribuer à ça, on contribuera certainement à un mode de fonctionnement meilleur, plus fluide, plus écologique pour les collaborateurs dans des organisations, encore une fois, qui sont très sous pression. Donc, voilà, donc j'ai un message d'espérance, d'espoir et voilà, pour le coaching et les organisations. Voilà. Beaucoup d'espoir. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah. Voilà, au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup.